Hello à tous, ici Thomas Gibaud et bienvenue dans un nouvel épisode de Rêve pas petit. Rêve pas petit, c'est le podcast qui te pousse à te créer une vie de dingue, celle dont tu rêves vraiment. Chaque semaine, je partage avec toi des pépites glanées précieusement au cours de 10 années de coaching et de centaines de personnes que j'ai pu accompagner. Nous allons décortiquer ensemble les compétences clés à maîtriser et les barrières classiques à éviter pour se rapprocher de la vie qui te fait vibrer. Dans Rêve pas petit, j'accueille aussi des personnalités incroyables qui ont osé rêver grand. Ils te partageront les clés de leur réussite pour que tu puisses les appliquer à ton tour, à tes propres rêves. Bref, Rêve pas petit, c'est un joli mix entre action et introspection pour que plus jamais on ne te dise « Rêve pas petit ». Aujourd'hui, je te propose un nouveau format avec une série d'épisodes pour te faire part de l'un de mes plus grands rêves de l'intérieur. Ce rêve, c'est celui du Thor des Géants, l'un des ultra-trails les plus relevés de la planète. En quelques mots, le Thor des Géants, c'est une petite balade bucolique et automnale de 330 km et de 25 mm de dénivelé positif dans les Alpes italiennes. Le tout à parcourir en moins de 150 heures, sans interruption et seul. Lorsque je te parle du Thor des Géants, beaucoup de personnes me demandent à quoi ça peut ressembler une telle aventure vécue de l'intérieur. Eh bien, c'est ce que je te propose de découvrir avec cette série d'épisodes. Je te propose de t'emmener avec moi, comme si tu y étais. De la veille de la course et ses préparatifs, aux émotions assez folles du départ, et aux difficultés et joies extrêmes qui ont jalonné cette aventure de près de 146 heures. Alors, es-tu prêt à me suivre ? C'est parti. C'est parti, c'est le départ. Toute la ville résonne au son de la musique de Pirates des Caraïbes. Ce moment est si intense, j'en ai tellement rêvé. Pourtant, à peine la ligne passée, je me rappelle que je n'ai qu'une pensée en tête, beaucoup moins héroïque. Ne surtout pas me tordre la cheville, c'est ma hantise. Marcher sur le pied d'un autre coureur ou sur le rebord d'un trottoir et stop, fin du jeu. Et là je me dis, autant abandonner après 280 km, perclus de crampes, les pieds remplis d'ampoules, transit froid et au bord de l'épuisement. Bon, il y a un côté un peu héroïque et j'aurais eu l'impression de vivre mon aventure à fond. En revanche, si l'épreuve s'arrête au kilomètre 2 sans une goutte de sueur, juste parce que je me suis flingué la cheville, je suis pas certain de bien le vivre. Bref, dans les premiers instants de la course, tant que nous ne sommes pas sortis de la ville, j'ai le regard fixé sur mes pieds. Je jette tout de même quelques coups d'œil à la foule massée le long des routes pour emmagasiner de l'énergie. Je quitte alors Courmayeur pour me diriger sur le premier sentier. Ça y est, le Thor est bel et bien lancé. Je regarde les coureurs autour de moi avec ce sentiment bizarre. Nous savons tous que plus des 2/3 des participants n'ira pas au bout. Est-ce que j'en ferai partie ? Je chasse vite ces idées qui, à ce moment-ci de la course, ne m'apportent rien du tout. Nous avons la chance de partir sous un soleil radieux. Cette belle météo coupée à un départ au rythme très tranquille permet d'avoir des conversations qui font un peu redescendre la pression. En effet, après quelques centaines de mètres sur la route, nous entamons la première ascension, un sentier dont la largeur ne permet pas le passage de plus d'un coureur. Se crée donc un amas de 700 humains aux tenues bariolées attendant leur tour pour pouvoir vivre leur première suée. Ce sera la seule fois du parcours où je serai bloqué. L'immense distance et les différences de rythme m'amèneront très vite à être seul sur les sentiers. Les premiers cols se passent très bien pour moi. La météo est radieuse, les jambes avancent bien, le moral est au top. Je profite déjà des paysages magnifiques que le Thor nous offre. La vallée d'Aoste est sublime. Et en ce début de course, je porte une attention toute particulière au ravitaillement. Je prends soin de m'alimenter et de m'hydrater correctement, quitte à y passer un peu plus de temps. Les températures et la difficulté du parcours peuvent conduire très rapidement à une déshydratation ou une fringale, et là, c'est l'abandon. Avec la première nuit et déjà 3 cols dans les jambes, les premiers signes de fatigue commencent à se faire sentir. Mais un élément surtout vient m'angoisser, mon ventre. Je ressens les mêmes douleurs que j'ai pu ressentir à l'entraînement. Je ne sais pas si c'est le stress du début de course qui a provoqué ça, mais c'est déjà très handicapant. Quoi qu'il en soit, je suis encore assez lucide pour rester concentré sur mes intentions. Garder une pensée à court terme et appeler Fabrice au prochain ravitaillement pour prendre sa perspective. Surtout, pas de panique. À 23h, je retrouve mes parents à un ravitaillement perdu en pleine montagne. Je me demande comment ils ont fait pour arriver là malgré leur van. Peu importe, ça me fait du bien de les voir et de pouvoir échanger avec eux. Je leur fais part de mes soucis de ventre. Ma mère me propose alors un décontractant. Sans trop y croire, je le prends et je l'intègre à ma ration de pâtes. Je sais pas si ça a vraiment agi ou si c'est l'effet placebo, mais miraculeusement, les douleurs s'envoleront quelques heures plus tard. Et c'est cool. Je continue d'avancer jusqu'au kilomètre 50 et la première base de vie. C'est un passage important après 16 heures de course.
Les bases de vie, ce sont des lieux essentiels où l'on peut avoir accès à des lits, à des masseurs, à des médecins et à nos sacs qui sont laissés en début de course. J'en profite pour faire un premier brin de toilette pour me réveiller. Il est 1h45 du matin. Les sensations sont bonnes et je n'ai pas de soucis particuliers. Aussi, pas besoin pour moi de passer par la case médecin. D'autant plus que je n'ai que 3 heures d'avance sur les barrières horaires. Je dois chercher à être efficace. Les barrières horaires, en fait, ce sont des timings qui sont décidés par l'organisation et qui nous obligent à être à un certain endroit de la course avant une certaine heure. Si jamais on dépasse les barrières horaires, alors c'est l'abandon. Je dois donc chercher à être efficace. Je vais choisir de ne pas dormir. On verra ça à la prochaine base de vie. En revanche, sur conseil de Fabrice, mon coach, je prends un temps pour me faire masser. Même si nous ne sommes pas partis depuis très longtemps, à peine 16 heures, je sens déjà les muscles de mes cuisses et de mes mollets qui commencent à durcir. J'attends donc mon tour pour passer entre les mains expertes des masseurs du Thor. Je suis assez halluciné par leur générosité. Il est 3 heures du matin et ils enchaînent durant des heures des massages sur des coureurs transpirants. Respect à eux. Allongé sur la table, mes yeux commencent à se fermer sans que je puisse le contrôler. Je décide de tout faire pour rester éveillé car j'ai peur de sombrer pour des heures. J'entame donc une conversation avec la masseuse dans un mélange de français, d'italien et d'anglais. Avant de partir, mes parents me font une surprise. Ils sortent un ordinateur avec des messages vidéo d'amis qui m'encouragent à poursuivre. Ça me donne un boost de motivation incroyable et j'en avais vraiment besoin pour redémarrer. Je m'habille chaudement, la nuit s'annonce glaciale. Je laisse mes parents qui vont prendre un repos bien mérité. Après une nuit effectivement hyper fraîche, l'aube et ses premiers rayons viennent réchauffer mon corps et mon esprit. Au fil de la journée, le mercure va continuer de grimper, notamment en plaine. Je découvre alors l'une des plus grandes difficultés du Thor. Gérer des amplitudes thermiques allant de moins 10 degrés la nuit à 35 degrés la journée. L'impact sur mon organisme commence à se faire sentir. D'autant que ça implique de se changer régulièrement pour toujours porter la bonne tenue. Et, naturellement, d'avoir l'autre, celle dont j'en ai pas besoin, dans mon sac. Et donc de la porter. Ce qui m'amène en permanence à avoir un sac qui varie entre 9 et 11 kilos en fonction de la quantité d'eau dont j'ai besoin. Je continue d'avancer jusqu'au kilomètre 80 et le fameux col de Lauzon avec ses 3300 mètres d'altitude. Ce col, c'est le 6e depuis le départ et marque clairement mon entrée dans le dur. Mes derniers signes de fraîcheur s'envolent sur les premiers mètres de ces pentes. Le soleil est écrasant. Il est 11h30 lorsque j'entame l'ascension et la température est déjà au-dessus des 30 degrés. Jusqu'au sommet, ce sont plus de 1800 mètres de dénivelé positif qui m'attendent. Une éternité pour moi à cet instant de la course. Chaque pas me coûte beaucoup. Ma vitesse diminue drastiquement et le manque de sommeil se fait cruellement sentir. Cette montagne, elle marque l'apparition des premiers vertiges. Mes yeux se ferment irrémédiablement. Je me retrouve à plusieurs reprises à reprendre connaissance en m'étant éloigné de plusieurs dizaines de mètres du sentier. Je me rappelle, c'est parfois le cri d'alerte d'un autre coureur qui me ramènera d'ailleurs sur le parcours. Pour tenter de limiter ma somnolence, j'essaie d'écouter de la musique motivante au niveau maximum. Malheureusement, ça ne marche pas. Après 1 heure de divagation, je regarde mon téléphone pour mettre la prochaine chanson sans avoir réalisé que l'album entier était déjà terminé. Plus je monte, plus les arbres se font rares. Aux abords des 3000 mètres, ça ressemble à un paysage lunaire, sans ombre, où le soleil me matraque le crâne. Je suis pas le seul à subir les dégâts de ce col. Jalonnant l'ascension, il y a déjà plusieurs coureurs qui n'en peuvent plus et qui ont fait le choix de s'endormir là, à même le sol au bord du chemin. Chaque fois, je m'approche doucement pour m'assurer qu'ils sont simplement assoupis et qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Certains sont énormes. Ils ont carrément inscrit sur un panneau devant eux « S'il est plus de 14 heures, merci de me réveiller ». Les dernières centaines de mètres avant le sommet sont une longue agonie. J'avance à un rythme incroyable de 1 km/h. Non sans peine, j'arrive enfin au bout de ce col interminable. J'y ai laissé beaucoup de force et de temps, mais je suis heureux d'être en haut. Néanmoins, tout ne s'arrête pas là, malheureusement. Avant la prochaine base de vie, ce sont à présent 20 km et 2000 mètres de dénivelé négatif que je vais devoir engloutir. Alors on pourrait croire que ça va être la partie reposante, que je vais pouvoir me laisser porter dans la descente. J'aurais adoré, mais malheureusement, et les coureurs de trail parmi vous le savent, c'est pas le cas. Si les montées sont harassantes sur le plan du rythme cardiaque et de la fatigue, les descentes, elles, sont un supplice pour les cuisses et les genoux. Et ça va durer près de 7 heures. Ça signifie que pendant 7 heures, mes genoux vont devoir encaisser le poids de mon corps et de mon sac pour contrôler ma vitesse et ne pas me laisser emporter. Mes quadriceps vont devoir être contractés pour m'éviter d'aller trop vite et mon dos va devoir supporter les légers sauts de mon sac à chaque pas. Un bonheur. Et si ce genre d'effort est tout à fait tolérable pendant une petite heure,
après 80 km et une trentaine d'heures de course, c'est déjà l'enfer. Alors j'en profite pour passer des premiers appels, ou décrocher à ceux que je reçois, pour emmagasiner de l'énergie et trouver un peu de réconfort. Carole m'expliquera ensuite qu'elle ne comprenait pas forcément tout ce que je lui disais à cette période de la course, et que je n'étais pas vraiment censé. Mais bon, peu importe, ça fait juste trop du bien de l'entendre. Et petit à petit, la vigueur revient. Mes jambes se délient, je recommence même à trottiner dans la descente. Je le sais, je l'écris en début de course, mais il faut que je m'en rappelle. Ce tort ne sera qu'une suite de cycles, et je dois l'accepter. On arrive à présent au kilomètre 106, à la deuxième base de vie, située à Cognes. Ça fait maintenant 36 heures que le départ a été donné. Et j'avoue, cette base de vie, je désespérais de l'avoir. J'arrive à Cognes avec 6 heures d'avance sur les barrières d'Aurel. Étant donné mon état, j'avoue que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça me laisse un temps confortable pour dormir et faire le plein d'énergie. À peine arrivé, je passe les 15 premières minutes assis sur un banc à fixer le sol. Je n'ai pas fermé l'œil depuis 36 heures et les kilomètres commencent à s'accumuler. Là, j'avoue, je suis vraiment fatigué. Heureusement, mes parents, qui eux ont une énergie débordante, m'aident énormément. Ils s'occupent de toute la logistique. Récupérer mon sac avec mes affaires, faire le plein d'eau et de nourriture, recharger ma lampe frontale, mon téléphone, ma montre GPS. Franchement, j'ai de la chance de les avoir car avec la fatigue, j'aurais probablement oublié certains de ces éléments. Et j'aurais pu découvrir en plein milieu de la nuit que j'avais oublié de recharger ma frontale et devoir faire la montée dans la nuit noire. Pas cool. Avant tout, je prends soin de m'alimenter correctement. Mes parents me rapportent une grosse assiette de pâtes, même si je n'ai pas spécialement faim. Mon ventre commence à avoir du mal à ingurgiter, mais je sais l'importance que ça représente si je souhaite poursuivre l'aventure. Et une fois rassasié, je décide de ne pas aller me faire masser. Il y a un peu d'attente, mais surtout, je ne tiens littéralement plus debout. Je vais enfin pouvoir dormir. Je découvre alors les dortoirs du Thor. Dans un gymnase, il y a une centaine de lits de camp où chacun va et vient en essayant d'être le plus silencieux possible. Nous devons nous annoncer à l'organisation car, comme la capacité est limitée, les premiers arrivés devront potentiellement laisser leur place si d'autres coureurs souhaitent dormir et n'ont pas de lit. Autrement dit, difficile de connaître la durée du repos. Bon, après avoir passé ces formalités et un brin de toilette, je m'allonge enfin. Et là, le comble. Impossible de trouver le sommeil. Je deviens dingue. D'une part parce que j'en ai cruellement besoin, mais aussi car je sais que la prochaine opportunité que j'aurai de prendre du repos, elle est très lointaine. Je réalise que c'est justement cette pression que je m'impose sur le fait de dormir qui m'empêche de sombrer. Un grand classique. J'ai également très peur de ne pas arriver à me réveiller. Alors j'envoie un message à mon père pour lui demander de venir me tirer du lit dans 1h30 max. Savoir qu'il sera là m'apaise et je finis par m'endormir. Quelques minutes plus tard, il me tape sur l'épaule. Et j'imagine que j'ai dû oublier quelque chose pour qu'il revienne aussi vite. Malheureusement, non. Le quota de sommeil est déjà épuisé. J'ai l'impression que je viens de fermer les yeux. C'est un peu dur. Je me lève péniblement et je parviens à quitter le dortoir. En passant la porte, je tombe nez à nez avec un coureur avec qui j'avais fait une partie de la montée du col de Lauzon. Ce dernier lui a été fatal. Il n'a plus de force et m'annonce qu'il vient de rendre son dossard et d'abandonner. L'aventure s'arrête ici pour lui. J'avoue, ça me met un petit coup, juste avant de repartir, mais mes parents sont là pour m'encourager. Je remange un peu, je m'habille chaudement pour m'élancer dans la nuit qui s'annonce glaciale. Il est alors 2h30 du matin quand je quitte Cognes. À cet instant, j'ai plus de 3 heures d'avance sur les barrières horaires. Au programme de ce tronçon, avant la prochaine base de vie, une seule ascension, mais elle est composée de 22 km de montée et de 25 de descente. Dès les premiers mètres, je réalise qu'un nouveau compagnon va me tenir compagnie, le froid. À peine sorti de la plaine, je commence à grimper et les températures chutent drastiquement. Petit à petit, la neige fait même son apparition et le vent vient me mordre le visage. Je sors alors l'intégralité de mes habits chauds. Je suis un véritable astronaute, mais cela me permet d'avancer dans de bonnes conditions. C'est à nouveau la douceur des rayons du soleil qui vient m'arracher à la torpeur de la nuit et qui marque le début de ce 3e jour sur mon Thor des géants. C'est fou l'effet que l'apparition de la lumière m'apporte comme regain d'énergie. Après des heures à marcher seul dans le froid et le noir à 3000 mètres d'altitude, en ne voyant pas plus loin que les 2 mètres devant mes pieds éclairés par ma frontale, j'avoue que je me sens revivre. J'arrive alors au 133e kilomètre, au ravitaillement de Chardonnay. D'ailleurs, aux environs de midi, j'arrive avec le ravitaillement. Ma maman me fait la surprise d'être venue à ma rencontre 2 kilomètres avant le ravito. J'avoue que ça fait du bien d'avoir une tête connue après une nuit dans la montagne.
et de savoir que je ne suis plus très loin d'une pause. Nous faisons les derniers mètres ensemble et j'en profite pour lui raconter ma nuit. Elle pourra aussi informer toutes les personnes qui l'appellent pour lui demander de mes nouvelles. Elle me communique tous les encouragements qu'elle a reçus et ça me fait un bien fou. Ce ravitaillement est un pur délice. Des artisans de la région ont la gentillesse de nous proposer leurs produits. Et pendant que mes parents s'occupent à nouveau de gérer tous les aspects logistiques, j'en profite pour me goinfrer de leur merveilleux fromage. Au sortir du ravitaillement, je vais expérimenter un moment d'ailleurs assez magique, presque irréel. Le fait d'avoir bien mangé, d'avoir vu mes parents, d'avoir appelé Carole, d'être sous un soleil radieux, mais pas écrasant, de pouvoir courir à nouveau en short, je me sens incroyablement frais. Je repars même en trottinant et à bon rythme. Ça me paraît complètement dingue tellement mon état d'il y a quelques heures était d'un tout autre ordre. J'en profite pleinement en goûtant ces sensations de fraîcheur qui font tant de bien. J'ancre encore davantage que mes chances de finir cette course dépendent vraiment de ma capacité à encaisser les cycles de moins bien et à surfer les moments où je me sens mieux, sans m'enflammer. La vingtaine de kilomètres qui me séparent de la 3e base de vie se déroule sans encombre et j'y arrive en fin d'après-midi. On arrive au kilomètre 151, à Donas, 3e base de vie. Ça fait maintenant 54 heures que je suis sur les sentiers. Et d'ailleurs, cela marque l'approche de la mi-course. Psychologiquement, c'est pas neutre quand même, car à force d'enchaîner l'école, les ravitaillements et les bases de vie, on pourrait croire que cette aventure n'a tout simplement pas de fin. Sans parler de la ligne d'arrivée, dépasser la moitié du parcours représente déjà un jalon important. Encore une vingtaine de kilomètres et j'y suis. Pour me rappeler qu'il existe des extraterrestres sur cette planète, j'apprends que le vainqueur de la course vient de franchir la ligne en 67 heures. Je me demande même juste comment c'est humainement possible. Quoi qu'il en soit, j'arrive à cette base de vie avec un état d'esprit très ferré et un mental gonflé à bloc. Juste une petite alerte avec de légères douleurs qui commencent à apparaître sous les pieds, mais rien d'alarmant à ce stade. J'en profite pour discuter avec quelques locaux et des coureurs ayant déjà terminé plusieurs tours. Ce qu'ils vont me partager va me calmer directement. Ils sont unanimes. Jusque-là, la course est plutôt simple. Pour eux, tout démarre ici. Le prochain segment de 56 km est décisif. Soit je parviens à le passer dans de bonnes conditions et je peux continuer de croire en mon rêve, soit je suis en difficulté et mes espoirs vont probablement s'arrêter là, tant la fin est compliquée. Honnêtement, c'est un peu dur parce qu'on peut pas dire que facile, ça aurait été le mot que j'aurais employé moi pour qualifier les 150 premiers kilomètres. Ça me fait redescendre très vite de mon nuage. C'est difficile pour moi d'entendre que le tort démarre ici alors que j'ai l'équivalent d'un UTMB ou d'une diagonale des fous dans les jambes. Mais stop, je ne dois surtout pas commencer à penser à un horizon trop lointain. C'est une de mes intentions de course, toujours se projeter à court terme. D'autant plus que je fais face à un vrai dilemme. Il est 17h et je me sens bien. Ça me donne très envie de repartir sans dormir pour profiter du soleil radieux avant une nuit glaciale. Car si je vais me coucher, je redémarrerai dans la nuit noire. J'en discute avec mes parents puis avec Fabrice. Il est catégorique. Thomas, tu dors. Il me rappelle l'horizon des impacts de ma décision. Certes, je me sens bien maintenant, mais ce sont près de 10 heures de montée qui m'attendent avant le prochain ravitaillement. Qu'en sera-t-il de ma forme dans quelques heures? Ce serait pour lui une erreur monumentale et un risque bien trop grand que de ne pas dormir. Sa certitude vient stopper mes doutes et me ramène à la raison. Ce sera donc mon 2e temps de sommeil depuis le départ après 55 heures de course. Voilà, je te laisse ici pour aujourd'hui. Évidemment, mon aventure n'est pas terminée et je t'invite à découvrir la suite dans les prochains épisodes qui vont sortir très prochainement. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura donné des clés ou de l'envie pour avancer vers la vie qui te fait rêver. Et avant de te laisser filer, je voulais juste te partager que je ne rêve pas petit avec ce podcast. Donc s'il t'a aidé, inspiré, j'adorerais que tu me laisses un petit mot ou 5 étoiles. Ça m'aiderait à faire de ce rêve un grand rêve. À très vite.